Vous êtes à ITV et vous êtes à Kishundiret. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Abdul Rachid Thiam. Alors, M. Thiam est un chercheur spécialisé en biophysique au CNRS, au Centre national de recherche scientifique, c'est en France. Il est aussi lauréat 2002 de la médaille de bronze décernée par le CNRA. Cette médaille récompense ses travaux consacrés à la compréhension des mécanismes régulant la vie des côtelettes lipidiques, organiques, au cœur du métabolisme cellulaire. Tout ça, c'est des termes scientifiques. M. Thiam, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, vous étiez au Sénégal avant d'aller en France. Racontez-nous un peu votre itinéraire au Sénégal. Bon, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation, M. Diop. Oui, j'ai fait mes études au Sénégal. Je suis né, j'ai grandi au Sénégal. J'ai fait le collège Jean de La Fontaine, puis le CEM de Yoff. Puis je suis parti au CM, au cours privé Mandion Like, qui se trouve aussi également à Yoff. Et au lycée, je suis parti à Blaise Diagne. Et ensuite, j'ai fait Sédou Nourtal, où j'ai eu mon bac avant de partir en France. Voilà. Et en France, vous entrez donc dans la science oui, j'ai fait au CNRS. Comment ça s'est passé tout ça? Pas directement, donc j'ai fait ce qu'on appelle des classes préparatoires. C'est des cours intenses pendant 2-3 années. À la suite desquels j'ai intégré l'école supérieure de physique-chimie de Paris. Ensuite, donc jusqu'en 2007, j'ai fait une thèse en matière molle, ça s'appelle, et jusqu'en 2010. Donc en 2010, je suis parti à Yale, aux États-Unis, où j'ai travaillé avec le professeur James Rossman, qui était par la suite prix Nobel de physiologie et médecine, jusqu'en 2013. Et c'est en 2014, fin 2014, que j'ai été reçu au CNRS. Et depuis lors, j'y suis. Donc le CNRS, c'est mon employeur, mais mes activités de recherche, je les mène à l'École normale supérieure de Paris. Donc c'est là où j'ai mon équipe depuis 7-8 ans maintenant. Et vous êtes l'un des plus jeunes chercheurs au CNRS? Pas l'un des plus jeunes, mais en tout cas, j'ai accédé au poste de directeur de recherche très jeune. Machallah. Ouais, et vous travaillez sur quoi là-bas, exactement? Alors, on va essayer de... Je travaille sur les mélanges de fluides. Donc c'est les mélanges de liquides. Et en général, c'est l'eau et l'huile. Donc quand on mélange deux liquides qui sont immiscibles, on a une phase qui va se disperser dans l'autre. Donc si on met peu d'huile dans l'eau, on va avoir des gouttelettes d'eau, des gouttelettes d'huile qui vont se mettre dans l'eau. Donc ça, c'est une expérience que chacun peut faire à la maison. Dans un bocal d'eau, mettez un peu d'huile, vous allez voir que vous allez avoir des gouttelettes qui vont à la suite monter et se séparer de l'eau. Et donc nous, j'ai une formation de physicien. Donc j'ai fait beaucoup de physique théorique, et de physico-chimie. Et donc, dans le passé, ce que j'ai essayé de comprendre, c'est quels sont les principes physiques qui font que l'eau et l'huile ne se mélangent pas, comment ça peut se séparer. Et en quoi ces questions sont importantes? Eh bien, dans les gels que vous utilisez au quotidien, vous allez retrouver cette physique. Dans le pétrole, par exemple, vous allez retrouver cette physique. Et typiquement, les pétroles récupérés par des tubes en U, le pétrole est récupéré en injectant de l'eau dans les puits de pétrole, mais à la sortie, on récupère un mélange eau-huile. Donc c'est important de comprendre comment séparer par la suite l'eau de l'huile ou du pétrole qui est récupéré. Voilà. Tout ça, ça mène à quoi? Donc tout ça, ça mène à quoi? Donc il faut voir qu'à la base, ce qui est important, c'est de maîtriser cette physique, de comprendre ce qui se passe aux interfaces entre l'eau et l'huile. Et il se trouve en fait que la cellule, donc qu'on retrouve dans tous les organismes vivants, chez l'homme en particulier,
maîtrise cette physique en fait depuis très longtemps. Et, en fait, les principes de la vie dépendent de cette physique. Et donc si on arrive à comprendre cette physique du pétrole ou de la mayonnaise, parce que finalement la mayonnaise c'est pareil, il faut de l'huile, il faut de la moutarde qui contient de l'eau ou du citron, du jaune d'œuf, et en mélangeant cela, on se retrouve avec des gouttelettes d'une phase dans l'autre. Et donc en fait, la cellule arrive à maîtriser cette physique et arrive à la détourner pour contrôler la vie cellulaire. Et ça, c'est des questions importantes parce que c'est des questions qui sont fondamentales dans les questions d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, ainsi de suite. Et donc, nous, on est vraiment à la base. Nous essayons maintenant de capitaliser sur cette physique, de l'utiliser, de la détourner nous aussi, pour comprendre, challenger un peu la cellule, voir comment elle réagit si on change un paramètre physique et essayer de comprendre la vie cellulaire. Donc votre travail a un impact sur la santé des populations. Ah oui, aujourd'hui, on a constaté à travers le monde, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé, d'obésité, un peu partout. Le travail que vous faites, si vous arrivez à comprendre les principes, ça peut donner à ceux qui soignent les moyens de soigner des gens. Ah bah oui, clairement. Et je pense que c'était un des aspects que j'apprécie dans la recherche. C'est-à-dire que le fait de pouvoir se sentir utile à l'humanité d'une certaine façon. C'est-à-dire que se dire qu'en fait, à travers cette physique, on peut commencer à comprendre comment certaines maladies se développent dans les tissus. C'est quelque chose qui commence à être vraiment apprécié ces 10 voire 15 dernières années. Et donc, je vais vous donner un exemple simple. Nous travaillons sur des sujets comme l'hépatite C, l'obésité, le diabète indirectement par des mécanismes physiques. Et ce que nous arrivons à mettre en évidence, c'est typiquement, nous allons créer d'une certaine façon de la mayonnaise artificielle pour mimer un peu ce qui se passe dans la cellule. Et ce qu'on va faire, pour faire très simple, ce qu'on va changer, c'est la quantité de jaune d'œuf qu'on va mettre, ou la quantité de moutarde, ou la quantité d'huile. Et voir la texture de la mayonnaise, comment elle est stable, est-ce qu'on va avoir une bonne mayonnaise ou pas. Donc en changeant ces paramètres petit à petit, on peut comprendre quand est-ce qu'on atteint une bonne mayonnaise, une mayonnaise optimale. Donc ça c'est une caricature, mais en réalité c'est ce qui se passe dans la cellule. Donc lorsqu'on est lorsqu'on consomme trop de matières grasses, trop de lipides, trop de nourriture tout simplement, eh ben, l'excès de nourriture, l'excès de nourriture qui est ingéré est toxique pour l'organisme en fait. C'est pour ça qu'on devient obèse. C'est que l'excès de nourriture est toxique pour l'organisme. Et l'organisme le neutralise en le transformant en molécules d'huile qui sont stockées dans les cellules. Et c'est comme ça qu'on devient obèse. Si c'était que, donc c'est un mécanisme protecteur à la base, mais sauf qu'en fait ça a des conséquences derrière. Donc on est en surpoids, on a le gras qui déborde, qui va dans le sang, ainsi de suite, et de poche en poche, on développe d'autres maladies métaboliques ou des maladies cardiovasculaires, ainsi de suite. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'en fait, on part vraiment de la physique pour aller comprendre ce qu'on appelle la science de la vie. Oui, parce qu'on a constaté à travers le monde aujourd'hui, ces genres de maladies, le cancer, le diabète, l'obésité sont devenus des maladies aujourd'hui qui pèsent lourd sur l'aspect social, l'aspect de santé des populations. Le travail que vous faites permet aux gens de comprendre le mécanisme et de diminuer ces maladies incurables. Ah oui. En fait, c'est extraordinaire. Ces 15 dernières années, au niveau de la science, il y a eu un boom extraordinaire. Et les chercheurs qui sont au premier plan s'en rendent compte. C'est-à-dire que dans la compréhension de ces maladies telles que le cancer, le diabète, l'obésité, c'est fou de voir aujourd'hui que les technologies qui sont développées permettent d'atteindre des degrés de connaissance, des niveaux de connaissance qu'on ne pouvait pas atteindre auparavant. Et déjà dans mon équipe, mais à travers d'autres études que je suis de très près, je vois les progrès qui sont faits, des progrès énormes pour combattre le cancer, pour combattre les maladies virales, ainsi de suite. Et l'actualité en est témoin, le développement d'un vaccin très rapidement en moins d'une année. Et il faut savoir que cela a été possible parce qu'il y a eu
des décennies d'années de recherche quand même, pour pouvoir capitaliser, construire là-dessus et fabriquer un vaccin en moins d'une année. Donc tout ce qu'on fait, en fait c'est ça le moteur, c'est que la science doit être utile à la société. C'est un des fondements de la science. Et donc en fait dans la science, la science elle est à plusieurs vitesses. C'est-à-dire qu'il faut garder cette science fondamentale qui est dirigée par la curiosité, c'est-à-dire qu'il comprendre, c'est en comprenant, en devenant curieux qu'on commence à créer des liens, à créer des mécanismes qu'on ne pouvait pas imaginer. Et en même temps, il en faut qui utilisent cela, qui détournent cela pour aider la population, pour aider l'humanité, pour aider la santé des gens. Dans la pensée populaire ici au Sénégal, en Afrique, on disait que le diabète, l'obésité, les maladies incurables, le cancer, c'est des maladies des riches. On constate qu'aujourd'hui dans la population, des pauvres, c'est des maladies qui les touchent. La preuve avec aujourd'hui cette histoire de variants de coronavirus, on a vu que les comorbidités tuent beaucoup de gens parce que les gens avaient déjà la maladie développée. Est-ce que la recherche que vous êtes en train de faire justement peut aider à l'avenir, à disséquer ces maladies, à aider les gens qui sont dans cette situation-là à se soigner? Oui, clairement. C'est-à-dire que il faut voir que moi, mes activités de recherche représentent une partie infinitésimale de la recherche active au niveau international. Et ce qui est intéressant, c'est de voir cette harmonie qu'il y a entre les différents domaines de la science et que tous puissent s'emboîter pour générer des connaissances, des nouveaux médicaments, etc. Donc c'est ça vraiment qui est intéressant. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour revenir à la question, c'est-à-dire que, certes, on disait que c'était des maladies riches, mais en fait, c'est pas ça, c'est que c'est bien d'avoir une hygiène de vie. Clairement, tout est une histoire d'hygiène de vie, enfin, en partie en tout cas. Ce qu'on mange, l'activité, enfin, la sédentarité, tout ça, enfin, c'est des paramètres qui sont importants. Donc il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu au niveau comportemental, de toute façon, déjà. Après, au niveau de la science, ce qui est important, c'est d'avoir des cas et de voir qu'est-ce qui est à l'origine de ces cas, et ainsi de remonter une fois de plus au mécanisme, parce que pour la plupart, c'est une histoire de mécanisme. Une fois qu'on commence à comprendre un mécanisme, on peut jouer avec, le moduler pour essayer de prévenir certaines maladies. Donc c'est un des fondements en tout cas de la recherche, et en particulier dans notre équipe, on est vraiment intéressé au mécanisme des processus. Comment la cellule fait tel processus ou tel autre processus. Et pour comprendre ces mécanismes, il faut les perturber un peu, voir comment la cellule réagit, et en fonction, on dit, ah ben ok, et c'est un jeu, quoi. C'est un jeu avec la cellule qu'on entretient, quoi. Vous êtes jeune chercheur sénégalais qui travaille en France, au CNRS. Il y a beaucoup de jeunes comme vous qui sont dans la diaspora, qui travaillent dans ce genre de situation. Certains se demandent, mais pourquoi cette jeunesse africaine scientifique préfère ou bien s'est installée à l'extérieur, pas en Afrique? Bon, je vais parler pour moi, mais je pense qu'en même temps, je parlerai pour beaucoup de personnes qui sont dans ma situation, hein. Et c'est une question qui revient très souvent. Et je pense qu'il y a 2 degrés de réponse à cela. Premièrement, je ne pense pas que tout le monde ait choisi de rester à l'étranger. Enfin, je pense que parfois il y a des situations qui s'imposent, et puis il y a des concours de circonstances qui font que les gens restent. Mais je pense pour une bonne majorité, que ce soit les chercheurs ou des personnes extrêmement compétentes qui sont installées à l'étranger, je pense qu'il y a des contraintes, que ce soit physiques, que ce soit matérielles, qui font que, matériel, c'est-à-dire en termes d'infrastructures, qui font que le retour peut être très difficile. Mais je pense qu'il faut avoir de la compassion pour ces gens. Parce que je pense que, si je prends mon cas, qui est peut-être particulier, j'en sais rien, mais je pense que culturellement, on n'a pas envie de laisser ses parents au pays et aller s'éloigner pendant des années. Les parents, la famille. Donc le Sénégalais est très famille. Donc il faut avoir de la compassion pour ces gens, parce que c'est des gens qui veulent voir leurs proches tout le temps. Donc, alors qu'ils ont entre guillemets fait un sacrifice d'être à l'étranger. Et d'un autre côté, je pense qu'il faut les voir comme des ambassadeurs tout simplement. Je veux dire, on ne demande pas aux ambassadeurs pourquoi ils sont là-bas, ou aux sportifs pourquoi ils sont installés à l'étranger. Et même au contraire, on est fiers d'eux quand ils sont à l'étranger et qu'ils font briller
le Sénégal à travers leur activité sportive. Et eux, ils ont la chance peut-être de venir au Sénégal parce qu'il y a les compétitions nationales, internationales, enfin, en tout cas africaines ou internationales, qui font qu'ils ont cette chance de pouvoir revenir et honorer leur pays d'une certaine façon. Ce n'est pas le cas de tous les métiers. Maintenant, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il faut créer une osmose entre le Sénégal et ses ressortissants qui sont à l'étranger. Il faut qu'il y ait de l'activité des deux côtés, il faut qu'il y ait des mesures qui puissent se mettre en place pour que ceux qui sont à l'étranger, qui veulent vraiment venir, qu'ils puissent revenir sans contrainte, sans écueil, et que ceux qui veulent rester à l'étranger, mais qu'ils restent, mais en honorant aussi leur pays. Parce que vous êtes dans un domaine extrêmement pointu, scientifique. Votre pays en a besoin, l'Afrique en a besoin. Oui. On a vu par exemple en Asie, la plupart des jeunes partent à l'extérieur, apprendre et revenir au pays, ce qu'on appelle un transfert de technologie. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une politique qui est menée justement par les autorités sénégalaises vis-à-vis de vous, les chercheurs sénégalais qui sont à l'extérieur, pour voir comment créer justement ce lien? Oui, j'en suis pas à vrai dire au courant, mais je pense que ce serait génial si ça existait. Et ce que vous venez de décrire, j'en suis témoin. Enfin, je veux dire, ça fait 20 ans que je côtoie, enfin, directement ou indirectement le milieu de la recherche. Et il y a des pays comme, asiatiques, comme vous l'avez mentionné, qui ont eu beaucoup de ressortissants aux États-Unis, où ils sont partis mener de façon active la recherche américaine. Et pour qui les gouvernements asiatiques ont tout fait, mais ils les ont mis dans des conditions extraordinaires pour le retour au pays. Et du coup, ces pays asiatiques sont extrêmement compétitifs au niveau de la recherche internationale, mais vraiment extrêmement compétitifs. Et c'est des choses que j'ai pu voir, ce transfert de technologie dont vous parlez. Et c'est important de faire cela. Et je pense qu'on a tout à gagner à valoriser la recherche en Afrique, parce que je pense que, vu les conjonctures actuelles, on pourrait même être attractif pour des pays européens éventuellement. Si on met les moyens, les infrastructures, je pense que c'est ça le driving force. C'est-à-dire que si on arrive à être compétitif, à offrir les moyens, on devient très vite attractif et je pense que les gens, ce qui les intéresse en particulier, c'est d'être dans des conditions de travail adéquates pour progresser. Vous êtes jeune, vous avez une médaille, vous êtes au CNRS. Est-ce que le gouvernement du Sénégal a pris contact avec vous pour voir dans quelles conditions vous travaillez, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est intéressant ce que vous faites? Pas avec moi directement en tout cas. Je pense que, oui, en fait, moi cette médaille, je pense que c'est une fierté pour beaucoup de jeunes Sénégalais qui vous c'est une suivent. fierté. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui veulent être comme Abdou Rachid Thiam parce qu'ils voient ce que vous faites dans les vidéos, ils suivent ce que vous faites. Et il y a l'émulation qui va être créée chez les jeunes Sénégalais. Écoutez, on peut aussi faire comme lui. Exactement. Et en fait, je pense que mon but, ma présence ici est en partie pour cela. C'est-à-dire que, tout modestement, si mon parcours peut inspirer, tant mieux. Et c'est ça mon but parce que on a toujours cultivé, moi personnellement, j'ai toujours cultivé cette idée, cette ambition de pouvoir être utile à la jeunesse, au pays. Et si c'est un moyen par lequel je peux être utile, tant mieux. Mais honnêtement, je veux dire, à travers, c'est les gens qui me font rendre compte que, peut-être que je dois donner plus de considération, entre guillemets, à mon parcours, etc. Mais je ne me regarde pas forcément en me disant, oui, j'ai accompli quelque chose ou quoi que ce soit, non. Et franchement, je veux dire, avant la médaille, après la médaille, je n'ai pas changé. C'est pas... Oui, mais parce que dans un pays qui a besoin de scientifiques, oui. On a vu la réforme universitaire qui a été faite par Suleiman Bachir Diagne pour qu'on enseigne de plus en plus les sciences dans les universités. Parce que tout le monde sait que la bataille mondiale, c'est à travers la science. Et vous avez un exemple par rapport à la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise. Oui. Non, mais ça c'est vrai. C'est-à-dire que c'est important, c'est crucial pour un pays qui veut se développer d'investir dans la science, dans la recherche et dans la science. L'innovation ne peut venir que de la science. Sinon, on passera notre temps à copier les autres et à ne pas être forcément très innovant. Quand je parle d'innovation, je parle d'innovation en profondeur, c'est-à-dire prendre les réalités du pays, aller vraiment chercher le problème en profondeur et les résoudre quoi. Pas apporter des solutions de surface par exemple. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est bien que vous soulevez ce point, c'est-à-dire qu'il y a, à travers les réseaux, à travers mes connaissances, je vois qu'il y a beaucoup de compatriotes qui sont à l'étranger, mais qui font un boulot extraordinaire,
qu'on n'entend pas, etc. Bon, j'ai peut-être cette chance, entre guillemets, d'être ici aujourd'hui, de pouvoir en parler, mais effectivement, c'est-à-dire que il faut que la science au Sénégal se développe et il faut que tous les Sénégalais, tous les compatriotes à l'étranger ou au Sénégal, et même au Sénégal, de loin aussi je vois, il y a des personnes extraordinaires qui font un travail extraordinaire. Enfin, moi je Parce loue que la la Covid a montré aujourd'hui, Ouais. ça fait ce qui s'est passé, que le monde peut se fermer. Ouais. Et qu'aujourd'hui, chaque pays doit compter sur ses propres forces. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, comme vous le dites, il faudrait que le Sénégal développe davantage la recherche et être moins dépendant de l'extérieur. Ouais. Ouais. En fait, je pense qu'il faut. Il y a plusieurs approches à avoir là-dedans, à avoir sur cette question. Clairement, il faut avoir une certaine indépendance. Enfin, ça va de soi. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la vision sur le devenir du pays. Et la science est un des piliers importants. C'est-à-dire qu'il faut, et un des mêmes piliers les plus importants, si ce n'est le plus important. Et donc il faut investir là-dedans. Ce que je pense qui est important, c'est où mettre les efforts en premier. C'est-à-dire que tout est une histoire d'enchaînement, voilà, de priorité. Même au niveau de la science, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain, vouloir mener des activités scientifiques qui requièrent des fonds énormes. Je veux dire, il faut voir en fonction des contraintes, des activités locales, des activités à l'échelle africaine, etc. Poser les premiers jalons, avoir un retour d'expérience et construire là-dessus. Et avoir cette vision sur le long terme en tout cas. Et je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Et pourquoi je dis cela? Parce que je pense que tant qu'on n'a pas franchi notre frontière, la frontière, on ne peut pas savoir où est-ce qu'elle est. Je veux dire, en toute modestie, j'ai eu cette chance peut-être de côtoyer certains chercheurs de renom, de voir, d'être expérimenté même moi-même, de mener des recherches actuellement, machallah, assez productives. Et d'avoir touché à plein de domaines aussi. Et je pense qu'il y a certains aspects de la recherche qui peuvent être menés au Sénégal pour deux raisons. Déjà pour être compétitif à l'échelle internationale, il faut poser son empreinte, quoi. Il faut montrer qu'on peut contribuer à l'avancée du monde à travers la recherche. D'accord. Et deuxièmement, faire de la recherche pour valoriser tout ce qu'on a comme matière première, comme ressources, que ce soit cognitive, que ce soit matériel, que ce soit humain, tout, qu'on le valorise pour le Sénégal. Pas de l'extérieur, vous êtes chercheurs, vous regardez avec la Covid ce qui s'est passé, l'Afrique ne fabrique pas de vaccins. Et il a fallu qu'il y ait des contrats signés avec des entreprises étrangères, des laboratoires, qu'aujourd'hui peut-être l'Institut Pasteur va faire des vaccins en 2022 et un peu en Afrique du Sud. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse que la science ne soit pas encore poussée davantage pour que les Africains puissent compter sur eux-mêmes? Mais ça c'est obligé. Je pense qu'il faut... C'est un vrai investissement d'avenir. C'est là le chemin. C'est-à-dire qu'il faut investir dans la science pour l'avenir de l'Afrique. Ça c'est obligé. Moi je me réjouis déjà qu'il y ait déjà des pays africains qui en 2022 prévoient de faire des vaccins. Ça c'est déjà un pas louable, c'est un pas extraordinaire je trouve. Après, tous les pays dans le monde n'ont pas de vaccin. Même on peut comptabiliser le nombre de pays jusqu'à atteindre le nombre de pays qu'il y a en Afrique et je pense qu'on peut en décompter plein de l'équivalent du continent africain qui n'ont pas de vaccin. Mais ce qui est important surtout, je pense, c'est déjà se mettre sur la voie, quoi. De se dire que bon, en fait, certes il y a un chemin à faire, ne pas forcément regarder la durée que ça va prendre, mais déjà poser les jalons, poser les premiers pas, avancer. Parce que c'est motivant de voir qu'on avance, c'est motivant de voir que voilà, du jour au lendemain, on sort de l'ombre pour aller vers la lumière, ainsi de suite, et de voir que voilà, on a ce dynamisme. Et je crois qu'en rassemblant les forces, on peut, je ne dirais pas peut-être en 2022, mais d'ici quelques années, si on arrive à avoir une certaine stabilité économique, une certaine stabilité au niveau de la recherche, voilà, parce que une fois qu'on est lancé, il faut maintenir, il y a de la maintenance à faire. Donc je pense que si on prend cette voie avec une politique adaptée, on peut, je pense, se dire que voilà, dans un temps assez raisonnable,
on pourra faire des choses, je pense, qui seront importantes. Avec cette pandémie, on a quand même constaté que l'Afrique manque beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'est pas temps que les chercheurs africains, que vous êtes vous, à travers le monde, de vous organiser davantage pour avoir une synergie pour l'Afrique? Ouais, c'est une question à laquelle, honnêtement, je pense, parce que, enfin, je pense, à mon échelle en tout cas, parce que déjà, je vois qu'il y a des Africains qui commencent à se rassembler. Il y a des organismes qui commencent à se créer, qui ressemblent des chercheurs africains. Je pense que ça s'appelle TAIC, qui regroupe des chercheurs africains en particulier. Enfin, mais il n'y a pas que des chercheurs, il y a toutes les activités en tout cas. Mais au niveau de la recherche, je pense que c'est quelque chose qui devra se faire. Et c'est comme ça qu'on pourra être impactant. Et je pense que c'est en rassemblant les forces de l'extérieur, enfin en tout cas à l'extérieur comme à l'intérieur, et si on arrive à créer une osmose, une synergie, des collaborations, on peut s'en sortir. Est-ce qu'à votre avis, au niveau personnel, il est prévu que vous participiez à créer un centre de recherche au Sénégal? Oui, j'espère, comme je l'ai dit plus tôt, j'espère pouvoir avoir ce retour d'ascenseur d'une certaine façon, parce que bon, j'ai été, que ce soit pas du point de vue patriotique, du point de vue, je veux dire, juste humain, et j'espère bien. En tout cas, toutes mes démarches, j'inclus dans toutes mes démarches la possibilité de pouvoir aider le système de recherche, d'éducation sénégalais. Ça fait partie de mes objectifs, de mes ambitions. Je ne sais pas quand ce sera, si ce sera possible. Mais vous prévoyez de prendre contact avec les autorités sénégalaises par rapport à cela, à cette idée? Je n'ai pas pris de contact avec les autorités sénégalaises elles-mêmes. Enfin, j'ai pris des contacts avec différentes universités. Je me suis dit, voilà, ce sont mes compères. Enfin, je suis à l'école normale supérieure. Mon premier réflexe, c'est de prendre en contact mes compères, de voir les gens qui font de la recherche, les gens qui sont à l'université, essayer de voir si je peux nouer des contacts. Donc ça fait peut-être 5 ou 6 ans. Enfin, j'essaie de développer des contacts. C'est pas encore développé comme je le souhaitais. Bon, voilà, c'est une histoire de... Enfin, je pense que ça prend du temps, c'est normal. Peut-être que, voilà, il y aura un déclic à un moment et puis ça s'enchaînera, j'espère. Voilà, nous sommes avec Abdou Rachid Thiam. Je rappelle qu'il est un chercheur sénégalais au CNRS, au Centre national de recherche scientifique en France. Il est lauréat 2020 de la médaille de bronze décernée par le CNRS. Cette médaille récompense ses travaux consacrés à la compréhension des mécanismes régulant la vie des gouttelettes lipidiques organiques au cœur du métabolisme cellulaire. C'est-à-dire nous sommes avec un chercheur sénégalais qui travaille en France et qui voudrait aussi que les autorités sénégalaises qui nous regardent aujourd'hui puissent donner la main à tous les chercheurs sénégalais pour qu'ils puissent venir être utiles à leur pays et à leur continent. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Thank you.